Bonjour à tous. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui de l'aide au cheminement individuel du coup vers la fin de vie, mais vraiment à travers le système de santé. Je vais essayer de ne pas revenir parce que du coup, Sandrine Bretonnière a déjà abordé quelques notions que j'avais prévu d'aborder également. Donc, je vais commencer très rapidement du coup par tout ce qui va être les notions de cheminement, revenir un peu sur les grandes définitions. Globalement, donc en très rapide, puisque ça a déjà été abordé lors de la présentation précédente, les progrès de la médecine, effectivement, au cours de ces dernières décennies, ont fait augmenter l'espérance de vie à la naissance de façon beaucoup plus rapide que l'espérance de vie sans incapacité. Et donc, on vit plus longtemps, avec plus de dépendance qu'avant, quoi. Donc, je voudrais revenir aussi sur les concepts de vulnérabilité, fragilité, polypathologie, polymédication, qui vont aller avec l'avancée en âge, je dirais, hein, pas forcément la fin de la vie, mais en tout cas l'avancée en âge. Donc, la vulnérabilité, elle va vraiment correspondre au concept de vieillissement physiologique, hein, sur une diminution des réserves plutôt fonctionnelles. Et puis, donc, la diminution qui va aller de pair de la capacité de l'organisme à répondre à une forme d'agression, quelle qu'elle soit, donc physique, psychologique, les difficultés sociales et autres. La fragilité, c'est un concept qui est un tout petit peu plus flou en gériatrie. Alors, je ne dirais pas flou, mais en tout cas sur lesquels tous les experts ne sont pas d'accord. Et ça pourrait être une manière, en tout cas, d'appréhender à la fois cette vulnérabilité, donc plutôt sur le plan physiologique, et puis aussi la vulnérabilisation sur la polypathologie ou la pathologie tout court, avec des pertes qu'on peut plutôt objectiver, type perte de poids, perte de force de préhension, asthénie, voilà, et d'autres critères objectifs. Le concept de polypathologie, il va être inhérent aussi donc, à cet allongement de l'espérance de vie et il va permettre donc à un être humain en fait, d'accumuler dans le temps plusieurs pathologies dont chacune vont présenter une évolution individuelle, mais qui globalement sont peu étudiées sur le plan de la recherche, sur le plan d'un retentissement global. C'est-à-dire on évalue souvent voilà, un patient diabétique dans le temps, un patient cardiopathe dans le temps, mais souvent les deux ne sont pas étudiés en même temps. Il en va un peu de même pour tout ce qui va être de la polymédication, qui est un peu plus étudiée sur certaines pathologies en particulier, mais avec une polymédication qui va être un peu obligatoire, hein, comme décrite dans certains papiers qu'on peut trouver actuellement sur la polymédication, et qui sont basés sur finalement les recommandations d'une evidence-based medicine qui va associer une pathologie à une prise en charge aussi bien au niveau thérapeutique que sur le reste d'un parcours de soins qui est quand même beaucoup plus à la mode ces derniers temps. Et donc, on voit bien qu'on a une population de personnes âgées finalement qui va se retrouver à être très hétérogène puisque tout le monde ne vieillit pas de la même manière, avec des notions de facteurs intrinsèques de vieillissement, donc vraiment liés à la génétique, et puis des facteurs extrinsèques qui vont rendre extrêmement difficile, je dirais, l'extrapolation de cette evidence-based medicine parce qu'on n'a pas de groupe homogène pour une prise en charge qui serait standardisée. Donc, les limites de cette evidence-based medicine, en particulier sur le plan gériatrique, hein, du coup, qui est plus mon domaine que le soin palliatif à proprement parler, on va avoir un changement vraiment de paradigme au cours en particulier donc, de ces 10-15 dernières années qui va se baser sur ce qu'on appelle le patient-centered care, donc vraiment le soin centré sur le patient. On va passer d'une médecine un peu qu'on va qualifier de paternaliste, qui a plutôt trouvé sa place dans la reconnaissance du médecin en tant que personne de science, la personne qui sait mieux parce qu'il possède l'accès à cette science. On a quand même l'avènement d'Internet, des associations de patients, des programmes d'éducation thérapeutique qui ont permis maintenant à quand même de nombreux patients d'accéder à une partie de ces données. Et on va d'ailleurs même parler de patients experts hein, dans leur propre maladie, avec un passage du patient de l'objet du soin à un sujet de droit qui va pouvoir, à son niveau, de son point de vue, intégrer le processus de soin. Voilà, donc l'évidence-based medicine, elle va proposer un certain nombre de recommandations qu'il est vraiment souvent difficile d'appliquer de façon uniforme et puis qui va imposer en fait un retour du patient dans la relation de soins qui n'est pas toujours d'accord avec le médecin et donc pas toujours d'accord avec ce qui est proposé dans l'évidence-based medicine. Donc, de là naît le concept de patient-centered care, donc ça qui est très développé surtout dans les pays anglophones. Et un autre concept qui est, moi je trouve très intéressant, qui est le concept d'empowerment ou de capacitation, où c'est le patient qui va participer de façon vraiment active à la prise de décision. Donc, on voit bien qu'on a un changement complet de paradigme,
où en fait l'objet curatif du soin, ça va plus être la finalité, comme dans l'évidence-based medicine, on est vraiment sur quelque chose centré sur le patient. Et puis, la notion de cheminement, elle fait appel aussi à la transversalité, l'adaptabilité de cette réflexion, avec une notion de cheminement qui implique donc un début, mais finalement, quel serait ce début? Est-ce que c'est au moment où on a le diagnostic d'une pathologie chronique incurable? Alors, je vais prendre l'exemple du diabète, parce que le diabète donc de type 2 va être plutôt diagnostiqué, on va dire, entre 50 et 60 ans en moyenne. Est-ce que c'est le moment d'aborder finalement la suite et le cheminement vers la fin de la vie? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'il faudrait un temps dédié pour tous les patients au même âge? Là, ça vient à nouveau contrarier le fait que tout le monde ne vieillit pas de façon homogène et donc probablement qu'un temps à un âge donné, c'est pas le meilleur moment en tout cas. Et c'est à nouveau pas se mettre sur la temporalité du patient. Donc, ça implique, la transversalité, elle implique aussi un processus continu, c'est-à-dire une réflexion qui va être évolutive et qui doit être évolutive au cours du temps, puisqu'une personne va être en contact avec de nombreux professionnels. Enfin, globalement, il va y avoir une évolution de la vie personnelle, un enrichissement personnel, voilà, d'autres façons de voir les choses, de voir la vie, peut-être des expériences de handicap ou de perte d'indépendance qui vont vraiment modifier le vécu, les représentations du handicap pour la personne. Et puis, pourquoi à travers le système de santé, finalement, la personne, au cours de sa vie, quand on parle donc de patients qui vont être polypathologiques, ils vont être en contact de nombreux professionnels de santé, donc des médecins spécialistes, spécialistes en médecine générale, spécialistes en endocrinologie, par exemple, pour le diabète, en cardiologie et autres, des infirmiers d'éducation thérapeutique, des rééducateurs, des personnels du secteur sanitaire et social, et qui vont le suivre et l'accompagner finalement dans toutes les étapes de son parcours de soins, donc à une fréquence différente. Voilà. Donc, remettre le patient au cœur de la prise de décision va impliquer vraiment une réflexion évolutive personnelle qui peut être enrichie par l'ensemble des professionnels de santé qui vont être amenés à le prendre en soin. Et l'objectif, ce serait vraiment de conceptualiser un projet de soins qui va être vraiment cohérent avec le projet de vie du patient et devoir adapter à la fois les données de la littérature scientifique dont on dispose pour dire voilà, cette pathologie-là, il faudrait plutôt la traiter comme ça. Et finalement, le patient va, lui, me donner telle ou telle données supplémentaires et donc le médecin et l'ensemble de l'équipe soignante, je dirais, pas que le médecin, va adapter cette proposition de prise en charge vraiment aux demandes du patient. Alors, les acteurs de l'élaboration de ce projet de soins, finalement. Est-ce qu'il s'agit d'une démarche individuelle? Donc ça, je laisserai à votre appréciation, puis je serai curieuse d'avoir vos retours après. Finalement, la démarche individuelle, ce serait l'expression individuelle comme un moyen de faire entendre son autonomie. Mais finalement, quelle autonomie? Puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un processus qui va se construire en même temps que l'individu, à travers ses expériences personnelles, collectives, ses valeurs, ses croyances, ses aspirations. Et puis, c'est essayer de réfléchir et d'organiser, en tout cas de penser et d'organiser cette pensée pour essayer de trouver des conditions qui soient acceptables, enfin, qu'on considérait comme acceptables pour sa propre fin de vie. Il y a la notion aussi de pudeur dans l'abord de cette question, puisque je pense que tout le monde ne peut pas envisager sa fin de vie en fonction de l'âge à laquelle on va lui poser la question, ou en tout cas en fonction de son état de santé à l'heure actuelle, enfin au moment où on va en parler. Donc, entendre la possibilité pour une personne de s'en remettre à une autre aussi pour décider, je pense que ça fait partie du respect de l'autonomie de la personne, notamment avec l'introduction de la notion de personne de confiance qui est là pour soutenir, aider et représenter la personne tout au long de sa maladie, et puis éventuellement se substituer en cas d'absence où elle ne peut plus, en tout cas, donner son propre avis. Alors, après, je vais juste citer, donc vous aurez toute la bibliographie à la fin, quelques études sur la personne de confiance qui peuvent faire réfléchir, en tout cas. Il y a pas mal d'études qui montrent que dans 2 tiers des cas, la personne de confiance, elle n'a aucune certitude sur l'avis qu'aurait donné le patient s'il avait été en capacité de s'exprimer. Il y a une autre étude qui a été faite qui est très intéressante, qui montre qu'on a une divergence dans 1 cas sur 3 entre le patient et sa personne de confiance quand on les met en situation et qu'on les laisse échanger. Et on n'a pas d'amélioration par les échanges de cette divergence de 1 cas sur 3. Et puis, pour tout ce qui est lié à la limitation thérapeutique en particulier, il y a une étude anglaise qui a été faite qui est assez intéressante aussi, qui montre qu'il y a
il peut y avoir un syndrome de stress post-traumatique dans 60% des cas chez la personne de confiance lorsqu'elle va être impliquée elle-même directement dans une décision de limitation thérapeutique. Donc, voilà, la démarche individuelle, finalement, c'est permettre à l'individu librement d'exprimer son opinion par rapport à sa propre fin de vie, ou bien lui permettre de déléguer cette responsabilité et en tout cas cette décision à un tiers qu'elle aura choisi, donc d'après la loi que je ne rappellerai pas ici. Alors, ensuite, la deuxième question, c'est l'exigence sociétale. Donc, on a une structuration du modèle social par la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, donc de 2015. Il y a une structuration aussi du modèle médical, donc sur la loi relative à la modernisation du système de santé. Et puis, on a la décision de limitation des traitements qui va être encadrée en partie par le Code de santé publique. Donc, on a l'apparition du concept d'obstination déraisonnable, donc qui concerne tout ce qui est acte de prévention, investigation et traitement ou prise de soins qui apparaissent inutiles ou disproportionnés, ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Donc ça, finalement, c'est vraiment un peu le bout de course, si je puis dire. C'est vraiment le moment où il va falloir décider et décider pour la personne, avec sa personne de confiance, avec elle-même, enfin voilà, dans le contexte de la loi. Alors, je voulais revenir aussi sur le côté sociétal, parce qu'il y a quelque chose qui, donc moi, m'intéresse particulièrement, qui est le concept d'agisme, sur lequel je voudrais vous donner 2-3 petites notions. Donc, on a une vision sociétale et culturelle du vieillissement et de la vieillesse qui sont globalement dépendantes de chaque société et puis qui, chez nous, finalement, sont plutôt négatives. On a des représentations de la vieillesse qui vont être construites et renouvelées en permanence. Et ainsi, en France, si on regarde, donc au XXe siècle, la personne âgée est un vieillard indigent qui va demander assistance, qui a besoin d'aide. Jusqu'à peu près dans les années 60, où là, on a la création d'un troisième âge qui va être un peu plus valorisante, puisque du coup, les gens commencent à vivre un peu plus longtemps. Et... Vous m'entendez encore? Ouais, c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on t'entend. Ouais. Ok, avec la création du coup d'un troisième âge qui est un peu plus valorisant, mais du coup qui fait aussi apparaître un concept économique avec finalement ce troisième âge, c'est déjà ceux qui n'appartiennent plus au monde du travail. Et puis cette apparition du troisième âge va créer de fait l'apparition contrastante d'un quatrième âge qui va renvoyer plutôt à une vieillesse décadente, dépendante, avec une image corporelle qui va être plutôt dégradante. Donc il y a plusieurs approches sociologiques que je vais détailler, enfin que je vais faire assez rapidement. Donc, dans les années 60, on a la théorie du désengagement qui est faite par Cummings and Henry, qui considère que vieillir, c'est être malade, sénile, c'est être exclu socialement, et c'est à l'origine d'un désengagement des rôles et des responsabilités personnelles et sociales. Donc voilà, c'est globalement assez négatif. Fin 90, alors là apparaît plutôt un concept positif, c'est le bien vieillir. Donc, le bien vieillir à travers l'activité physique comme un moyen de lutter ou de résister contre le vieillissement. L'OMS va d'ailleurs faire une définition du vieillissement actif comme une forme d'optimisation des possibilités de bonne santé par l'activité salariale, le bénévolat, la participation à la vie de famille. Donc là encore, on voit que, enfin là encore, non, plutôt pour différencier du reste, en tout cas de la vision du vieillissement, on va avoir quelque chose qui est amené à être modifié par l'individu lui-même, donc le bien vieillir, le vieillissement actif. Par contre, on voit aussi que ce sont des valeurs d'indépendance et de productivité sur une vision qui est très homogène de la vieillesse et qui fait peser le poids d'un vieillissement finalement raté sur la personne elle-même. Et puis, à travers d'autres sources, donc des économistes de santé, les médias, la politique, on va avoir des attitudes stéréotypées plutôt négatives. On va pouvoir lire dans la presse ou un peu partout d'ailleurs, des termes de type invasion de vieillards, marée grise, peste blanche, hiver ou tsunami démographique. Donc de là, alors le concept d'agisme, il est né en 68 par Robert Butler, qui était gériatre et psychiatre. Il va être repris plusieurs fois, dont une des dernières en 2009 par Palmer et Boudjema, qui vont décrire un phénomène social qui se manifeste par des préjugés contre la personne âgée. Donc, il y a aussi plusieurs théories qui peuvent l'expliquer. Alors, moi, celle qui me paraît être la plus importante dedans, c'est la théorie de la gestion de la peur, qui vient d'un ouvrage sur le déni de la mort qui a été écrit par Ernest Becker, qui s'inspire de l'ambivalence entre le désir de vivre, qui est finalement instinctuel, et puis les caractéristiques cognitives de l'être humain, qui va être conscient de sa propre finitude. Et donc, c'est basé sur la conviction, finalement, que chaque personne va contribuer de manière significative à ce monde,
dans un monde investi de sens, donc dans le sens de l'estime de soi, et que la tendance au maintien de cette estime de soi, finalement, c'est une forme de contrôle et elle va être en opposition avec le vieillissement et la peur indirecte de la mort. Donc globalement, l'individu et ses choix, ils vont être façonnés à la fois par la dimension sociétale dans laquelle il va évoluer et par le modèle législatif décidé dans le pays, de manière inconsciente. Vivre dans un monde où vous entendez, où vous pouvez lire de façon inconsciente, ça rentre que la personne âgée ne sert plus à rien. Et ça peut être de nature à modifier la perception individuelle de son propre corps et de son propre âge. Cette systémique, elle va être donc déterminante dans la vision que le patient peut avoir de lui-même et de son estime de lui, et il va concourir à façonner sa pensée. Et puis, j'arrive du coup à la troisième partie, donc la responsabilité du système de santé. Et c'est pour ça, c'est un petit peu l'objet de cette présentation, hein, c'est de voir comment le système de santé, il peut permettre ou aider à ce cheminement individuel. Donc, l'individu, il va globalement rencontrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, plusieurs professionnels dans le champ médico-psychosocial. On n'a pas de formalisation de temps dédié pour aborder cette question, hein, puisque là, on est encore sur un mode T2A qui, malheureusement, ne valorise pas encore ce temps d'échange, de recueil de l'avis d'un patient, ou en tout cas qui va le faire sous d'autres couverts, mais pas de façon spécifique pour cette question-là. La question du caractère un peu obligatoire de certains documents, comme la désignation d'une personne de confiance ou la rédaction de directives anticipées à l'entrée en EHPAD, qui peut quand même apparaître comme contre-productif ou en tout cas détourné de l'objet initial, puisqu'il va s'agir de contraindre en fait en partie une personne à envisager un état de dépendance dans un moment qui n'est pas toujours propice pour le faire. Je pense en particulier à l'entrée en EHPAD, par exemple, où ils sont déjà dans un état de dépendance et avec une autonomie qui peut être altérée en tout cas, et qui peut éventuellement être plutôt contre-productif et ne pas se servir des directives anticipées comme un outil, mais vraiment comme une forme de contrainte à une personne, pour une personne en tout cas, de penser à ses conditions de fin de vie au moment même où il est en plein changement dans sa vie à lui, quoi. Donc, il y a plusieurs difficultés inhérentes à ce type de document. Donc, il y a l'absence d'intégration de la réflexion personnelle sur des conditions de vie qui seraient incompatibles avec ce que l'on en attend. Donc ça implique la médecine, en tout cas le maintien d'une forme de médecine paternaliste qui va décider à la place de la personne, et puis aussi une forme de déresponsabilisation par rapport à ses possibilités pour la personne ou ses devoirs. On a l'absence de formation spécifique aussi à la question par les professionnels de santé, donc en dehors des professionnels de soins palliatifs, bien sûr, qui vont, alors que l'ensemble, on va dire l'ensemble du système de santé est fait pour que les progrès de la science ont permis vraiment d'allonger cette espérance de vie. Et pourtant, l'ensemble des professionnels de santé n'est pas formé à cette question de la complexité qui va en générer. Et puis l'absence de valorisation en termes de temps et de financement de l'abord de ces questions, qui est quand même une vraie question. Alors, la naissance de la capacité ou de l'empowerment en matière de santé, donc globalement, ce qui se rapporte le plus à l'anticipation de complications ou d'altérations plus importantes de l'état de santé d'un patient, c'est le temps d'éducation thérapeutique actuellement. Donc, c'est un processus continu, intégré dans une démarche de soins, centré sur le patient, qui permet d'aider le patient et son entourage pour la compréhension de sa maladie, une meilleure coopération avec l'équipe soignante. Et puis, elle va comprendre plusieurs activités, un accompagnement psychosocial, et puis l'ensemble des traitements, des soins dont la personne a besoin. Le concept d'empowerment, il va vraiment aller au-delà. Alors, empowerment, c'est un terme anglo-saxon, mais on l'appelle aussi capacitation ou autonomisation, qui vont introduire la notion de prise en charge d'un individu par lui-même. Alors, toujours dans un optique, on a toujours derrière quand même l'amélioration des résultats ou de la performance du système de santé. Donc, on a toujours cette valeur de performance. Et puis, ce concept d'autonomisation, il va quand même renvoyer à la notion de sens de la participation. Parce que pour le médecin, qui est encore quand même beaucoup, sont encore dans un modèle paternaliste, c'est respecter les consignes. L'éducation thérapeutique, c'est respecter les consignes et les prescriptions médicales par le patient. C'est un peu un mode unidirectionnel et puis ça attend un peu quand même du patient une forme d'obéissance. La capacitation, elle va plutôt relever d'une forme de dialogue participatif entre les deux parties et puis de remettre le patient et ses attentes au premier plan et d'instaurer une véritable coopération entre les deux sans rapport hiérarchique spécifique. Globalement, du coup, les modifications actuelles et à venir de la vision de ce qui est soigné dans la visée d'accompagner, de renseigner, de guider, elle est en cours.
Par contre, le changement de paradigme, il repose quand même sur des modifications de la formation, je pense, de l'ensemble des professionnels de santé à tous les niveaux, pour vraiment replacer le patient au centre de la décision. Alors, la question de la participation du système de santé dans l'élaboration et l'accompagnement de ce cheminement, il fait appel à des grands piliers, en tout cas de l'éthique. Donc, il y a des enjeux éthiques qui vont être plutôt de nature individuelle, donc le respect de l'autonomie au sens de la capacité à décider pour soi-même, le poids d'une prise de position pour autrui, dans le respect de pouvoir s'en remettre à quelqu'un d'autre pour se faire représenter. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la théorie de la gestion de la peur, sur le respect finalement de l'incapacité d'un patient à penser à ce qui est impensable, en fait, c'est-à-dire penser la fin de sa vie dans une forme de handicap, ou en tout cas d'altération fonctionnelle et d'autonomie très importante. Les enjeux collectifs, c'est l'égalité et l'équité d'accès aux soins. Alors là, qu'on voit d'autant plus dans cette période Covid, qui est effectivement, qui remet, je trouve, ce pilier-là vraiment au centre des discussions. Toute la question de l'obstination déraisonnable, à quel moment on entre dans une obstination déraisonnable, et puis un exercice collectif qui va être vraiment mis au service du patient. Alors, d'un point de vue individuel, je l'ai un peu... Alors, pardon, en fait, les diapos ne passent pas en même temps. J'ai passé une diète, c'est pas grave. D'un point de vue individuel, du coup, de quoi s'agit-il? Donc, c'est avoir une connaissance de ses valeurs, ses croyances, ses espoirs, ses doutes, et pouvoir les verbaliser ou les écrire. Déjà, rien que ça, moi, je vous invite à réfléchir tous à vos directives anticipées. Je ne sais pas très bien ce que j'y mettrais, moi, personnellement. Avoir une capacité d'introspection pour essayer de savoir, finalement, quelles seraient les conditions de vie qui feraient plus sens à cette vie d'un point de vue personnel. Ça va être réfléchir, peaufiner, maturer une réflexion individuelle à travers des connaissances, des compétences techniques et puis relationnelles qui vont être acquises au fur et à mesure de l'avancée, en tout cas de la progression dans le parcours de santé, à travers les différents professionnels de santé qu'on va être amené à voir. Et puis, ce que ce n'est pas discuter technique, parce que souvent, ces discussions-là, je trouve, restent vraiment très techniques sur une sonde nasogastrique, une perfusion, voilà, des choses vraiment très techniques qui, finalement, ne sont pas le cœur du projet, en fait. Le cœur du projet, c'est vraiment les valeurs du patient et ce que lui va considérer comme acceptable ou non. Alors, maintenant, comment le système de santé peut-il participer, finalement, de cette élaboration du niveau de soins? Donc, on a une estimation de l'espérance de vie par les professionnels qui gravitent autour du patient. Donc là, je vous ai mis des exemples, mais finalement, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des données qui vont être objectives, médico-psychosociales, pour permettre de déterminer finalement quand et comment on aborde la question. Peut-être que voilà, quand on commence à voir qu'effectivement, on a une limitation de la quantité de vie, ou de la qualité d'ailleurs, peut-être, ou l'apparition de troubles neurocognitifs, même s'il n'y a rien d'autre, c'est peut-être le moment, effectivement, d'aborder cette question. Mais ça doit rester basé sur des données qui sont objectives, et puis agrémentées, je dirais, de la perception du soignant qui va être au contact de cette personne. Ensuite, il y a le recueil de l'expression de la volonté du patient, donc l'expression directe, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la connaissance et le respect de la conception du monde du patient, les valeurs, l'autonomie dans sa capacité à prendre les décisions. Alors pour l'autonomie, moi, le concept que je trouve assez intéressant, c'est l'autonomie relationnelle, parce que l'autonomie, c'est jamais total ou inexistant. Et elle peut être compromise par un état de santé altéré, la douleur, la peur, la colère, beaucoup de choses peuvent modifier cette autonomie. Et puis, à contrario, même une personne avec des troubles neurocognitifs avancés et des moyens de communication qui peuvent être limités peut indiquer des informations qui seront nécessaires à sa prise en charge et qui peuvent être, voilà, en tout cas, qui peuvent permettre de donner des indications sur les prises en charge qu'on peut proposer. Par contre, sur le plan juridique, elle est vraiment assimilée, cette autonomie, à une compétence qui va renvoyer à la raison du patient et qu'on ne peut pas quantifier. Donc, la personne, au niveau juridique, elle est compétente ou elle ne l'est pas. Et on voit bien que dans la pratique, c'est très loin de ça, parce que si toutes les personnes avec une autonomie altérée étaient sous mesure de protection, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de sauvegarde de justice. Et puis l'expression indirecte à travers la personne de confiance, les directives anticipées et autres. Donc globalement, la prise de considération de l'autonomie, elle doit être systématique, même si elle est partielle, même si on voit que les capacités de communication ne sont pas identiques. Et puis, les discussions antérieures doivent permettre une orientation d'un projet de soins qui est calqué au plus près du projet de vie.
Et puis, dernière diapo, du coup, la connaissance de l'ensemble du réseau de soins, elle est aussi très, très importante. Alors, effectivement, on en a parlé un petit peu sur la première présentation. Mais pour avoir une équité d'accès aux soins, il faut connaître les différentes ressources de ces réseaux de soins. Il faut connaître les ressources potentielles pour des parcours appropriés, les disponibilités. Et ça, je pense que c'est vraiment en tout cas, ça relève de la compétence et puis une compétence qui est nécessaire pour chacun des professionnels qui vont travailler, donc soit avec la personne âgée, parce que là, c'est plutôt de ça dont on parle là, mais voilà, vraiment savoir quel type de structure je peux avoir en fonction de telle ou telle problématique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit psychologique, voilà, quel que soit le motif. Pour mettre l'objectif, c'est mettre le bon patient dans le bon lit au bon moment et en fonction des contraintes sanitaires. Voilà. Donc en conclusion, le cheminement vers la fin de vie est collaboratif entre une équipe de soins et un individu, et puis avec des systémiques familiales et sociales qui sont uniques à chaque cas. Le phénomène de capacitation va impliquer la formation de l'ensemble du réseau des professionnels de santé pour vraiment appréhender un état de santé et puis une évolutivité. Lutter contre les préjugés inhérents aux représentations du vieillissement et de la dépendance est un prérequis pour le respect de l'individu et de ses choix, parce que c'est vrai que voilà, dans une société où on va considérer que la personne âgée a moins de valeur, en tout cas, il est possible qu'elle ait moins de place en termes d'autonomie. Et puis, la connaissance des ressources disponibles, qui est aussi un prérequis nécessaire et obligatoire. Je crois que j'ai un petit peu dépassé le temps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, non, c'était bien en termes de timing. Donc, je me fais le relais des questions qui vous ont été posées durant votre présentation. Il y en a principalement, j'en ai retenu 3. Des questions assez précises et puis d'autres plus générales. Alors, il y avait une question notamment sur peut-on avoir un exemple concret d'empowerment, un exemple de dialogue coopératif et de ses implications sur la trajectoire de soins. Et puis, peut-être qui rejoint, il y avait aussi une question sur les outils de formulation des directives anticipées que vous mentionnez. Est-ce que vous pouvez nous en donner quels sont ces outils et vous pouvez peut-être les expliquer? Alors, quand j'ai dit outils de formulation, en fait, je suis partie du principe que les directives anticipées étaient un outil de formulation. Donc, je l'ai pris vraiment comme un outil en lui-même d'aide, en tout cas, à poser par écrit ce qu'on pense. Mais je pense que les directives anticipées, tout seul dans son petit coin, c'est très compliqué. Pour un patient, c'est d'autant plus compliqué. Et que, à mon avis, les professionnels de santé devraient pouvoir participer pour essayer de savoir quelles sont les informations qui doivent être dans ces directives anticipées, parce que finalement, il y en a très peu qui sont faites. En France, on voit bien qu'il y a peu de gens c'est moins de 5%, je crois, qui remplissent de gens qui remplissent des directives anticipées. Et puis, quand on les lit, parce que moi, j'ai affaire à pas mal de directives anticipées, à chaque fois, c'est écrit, en tout cas dans la substance, que les gens refusent l'obstination déraisonnable ou l'acharnement thérapeutique qui finalement est déjà inscrite dans la loi. Donc, ça ne décrit pas quelle est pour cette personne, parce que c'est vraiment ça l'objectif pour moi de la directive anticipée, c'est quelle est pour la personne que j'ai en face de moi, où je vais être amenée à soigner, quelles sont les conditions qui feraient que pour lui, sa vie n'aurait plus de sens. Et ça, c'est tellement variable d'une personne à une autre. On ne peut pas décider d'une obstination déraisonnable, même après une discussion collégiale, même après avoir discuté avec la famille, si la personne n'est plus en mesure de s'exprimer, si celui-ci ne nous a pas donné en tout cas, si on ne sait pas qui était cette personne et quelles étaient ses valeurs. Et en général, quand on a des directives anticipées comme ça et qu'on a des familles qui nous disent mais il a écrit ces directives anticipées, on leur dit toujours mais finalement, qui était votre papa ou qui était votre maman? Est-ce que c'est quelqu'un qui sortait beaucoup? Est-ce que être cloué sur un fauteuil, c'est quelque chose qui va être compatible avec ce qu'il aurait pu attendre de sa vie, ou est-ce que pas du tout? Est-ce que la nécessité d'un transfert en maison de retraite, est-ce que c'est quelque chose qu'il aurait pu envisager ou pas du tout? Et ça, ce sont des données qui sont extrêmement importantes, mais je pense qu'ils doivent être vraiment guidés par l'ensemble des professionnels de santé. Et quand je dis, c'est vraiment pas que le médecin, je pense que l'infirmière a une autre relation, un autre temps d'échange avec ce patient, à d'autres moments où il est peut-être plus à même de parler. Je pense aussi que ce n'est pas une question qui se débat en cours d'une hospitalisation aiguë, parce que c'est la même chose que l'entrée en EHPAD. C'est un bouleversement qui va rajouter et majorer une forme de perte d'autonomie, quand bien même elle serait parfaite au départ. Et puis, l'exemple concret d'empowerment, pour répondre à la première partie de la question. Alors, moi, je vais parler peut-être plus de ce qui... alors,
je vais peut-être pas prendre un cas de limitation des soins, parce qu'il y en aurait aussi pour aborder, mais voilà, un patient insuffisant cardiaque qui va, par exemple, qui a eu 20 ans j'exagère, 5 ans d'éducation thérapeutique, on lui dit, voilà, vous prenez un médicament anticoagulant et le cardiologue va lui dire c'est un médicament que l'on prend à vie. À vie, ça signifie que si on l'arrête, c'est à mort. Sauf qu'on a des conditions de dégradation progressive qui font qu'effectivement, cette anticoagulation peut se rediscuter et doit pouvoir se rediscuter en fonction de l'évolution du patient, tout simplement. Dire au patient quels sont les objectifs des traitements, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça lui apporte au quotidien, qu'est-ce qu'on attend de ces traitements, par exemple, pour ne serait-ce que favoriser un dialogue. Quand je parlais de dialogue participatif, c'est vraiment ça, c'est dire est-ce que vous les prenez ces médicaments? On vous les prescrit, mais est-ce que vous les prenez? Et si vous ne les prenez pas, dites-le moi, j'arrête de vous les prescrire, on fait autrement. Mais c'est vraiment dire au patient, si vous me dites ce médicament-là, moi je ne sais pas, il me fait saigner. Il y a des gens qui nous disent j'ai des hématomes hyper importants ou bien je chute, je ne sais pas moi, 4 fois par semaine. Et chez lesquels on peut réévaluer un traitement anticoagulant, c'est tout à fait possible. Donc, je pense vraiment que le traitement, il n'est pas obligatoire. On entend beaucoup parler de polymédication obligatoire parce que cette pathologie-là va induire ce traitement-là. Quand on voit juste sur la cardiopathie, un insuffisant cardiaque, il va avoir 5 médicaments minimum. Voilà. Donc, pour moi, il y a des choses en éducation thérapeutique qui ne devraient plus se dire à l'heure actuelle, en particulier les traitements à vie, ça vraiment j'insiste, parce que du coup, moi qui les arrête parfois, le patient va me dire finalement, avec le cardiologue, c'est à vie, puis avec le gériatre, c'est à mort. C'est vraiment ça. Et je trouve que c'est dommage parce que ça veut dire que le patient ne peut plus choisir en fait. On lui impose, mais presque moi, en déprescrivant, je peux lui imposer aussi autre chose. Voilà. Donc, je pense que la place du patient, elle est vraiment dans la compréhension fine, en tout cas de son niveau, des traitements, des thérapeutiques qu'on lui propose et du parcours de soins. Parce que de dire normalement cette pathologie, elle se surveille tous les temps, je ne sais pas moi, tous les mois, vous devez venir me voir. Mais bon, la qualité de vie du patient fait que je ne sais pas, il voyage. On en a qui voyagent, qui nous disent là, je ne peux pas vous voir là, docteur, ce sera dans 6 mois. OK. Donc, on explique rapport, bénéfice, risque, mais le patient décide. On n'est pas là pour contraindre. Moi, je pense qu'on est vraiment là pour accompagner et donner toutes les possibilités en se mettant à hauteur de l'autonomie du patient. Merci pour cette réponse. Pour prolonger un petit peu la discussion, dans les séances précédentes, on avait évoqué notamment la difficulté pour une personne, pas nécessairement un patient, d'écrire en amont, avant même des signes de fin de vie, ces directives anticipées, parce qu'il est difficile de se projeter dans toutes les situations possibles de morbidité face auxquelles on sera conduit. Et dans cette optique-là, vous avez défendu la notion d'autonomie relationnelle, c'est-à-dire de pouvoir prendre des décisions aussi en étant accompagné notamment par les professionnels médicaux, mais aussi par les familles. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas quand même une difficulté, enfin plusieurs difficultés, déjà par rapport au fait d'anticiper très longtemps avant sa fin de vie? On peut être amené à changer d'avis au cours de ces dernières années de vie ou derniers mois de vie. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, n'y a-t-il pas quand même si considère a priori que les médecins sont là pour accompagner les décisions des patients, si dans la prise de décision, il y a quand même des rapports de pouvoir quand on est une personne âgée qui peut avoir des troubles de la cognition ou pas d'ailleurs, et être soumis aussi à une certaine forme de pouvoir décisionnel de sa propre famille, voire de ses soignants. Alors, pour le côté changement d'opinion, effectivement, c'était très ouvert au débat. Moi, je ne sais pas quel serait le meilleur temps pour aborder la question de la fin de vie, en tout cas de la fin de la vie, au sens gériatrique, donc pas au sens des gens qui ont une espérance de vie extrêmement restreinte, mais qui vont vraiment s'étaler dans le temps, et comme on dit, qui n'en finissent pas de mourir, pour certains. Mais je pense qu'il y a quand même certaines, je ne sais pas comment dire, certains grands principes que les gens savent. Alors, je pense qu'effectivement, c'est très évolutif. Là, si on me demande maintenant, moi, si je me vois polyhandicapée dans un fauteuil et en stade grabataire, effectivement, je vous répondrai non. Peut-être que dans 30 ans, je ne répondrai plus ça. Donc, l'aborder peut-être trop tôt, à mon avis, c'est probablement pas… En tout cas, ça peut être une manière de faire réfléchir. Je pense qu'il y a vraiment une éducation de la réflexion à avoir au niveau personnel
qui peut être implémenté par ce système de santé, mais qui lui-même n'est pas encore bien formé à ça. Donc finalement, on a énormément de freins en fait à cette réflexion individuelle qui n'arrive quand même pas. C'est quand on dit on parle pas de la mort tous les dimanches à table, c'est quand même vrai. Donc voilà. Par contre, il y a quand même très peu de gens, en tout cas de personnes âgées, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils considéraient être des conditions de vie qui ne les satisferaient pas du tout, je trouve. Et puis dans la manière qu'ils ont de vivre, alors je vais vous donner un exemple concret. On a eu 2 patients la même semaine avec des hémorragies cérébrales très importantes, avec des troubles de la déglutition. Bref, vraiment, on était amenés donc à faire une discussion collégiale. Et on en avait un qui était, sa passion, c'était la télévision. Voilà, il était dans un fauteuil toute la journée. Et l'autre qui était chasseur-pêcheur et qui passait sa vie dehors. Et bien pour le même patient, ils avaient quasiment les mêmes. Enfin, on a fait les collégiales dans la même semaine. On a décidé d'arrêter les soins pour le patient qui était chasseur-pêcheur, chez qui on savait qu'on ne retrouverait jamais cette indépendance-là. Et on a poursuivi les soins pour celui qui était devant sa télévision, parce que c'était quelque chose qui restait possible, parce qu'il serait resté en fauteuil roulant de façon certaine. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a un temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon sens, le temps de l'hospitalisation aiguë, ce n'est pas un bon temps pour en discuter. Le temps d'entrer en EHPAD, ce n'est pas un bon temps pour en discuter non plus, probablement. Et le dépistage des troubles neurocognitifs, peut-être que ce serait un temps approprié au moment du dépistage, parce qu'il y a quand même certaines pathologies pour lesquelles on a une notion d'évolutivité et on sait quelles vont être les complications. C'est vrai que hors pathologie, c'est difficile de se projeter dans des directives anticipées. Quand on commence à avoir une pathologie chronique active dans laquelle on peut se projeter sur des complications, on peut du coup se projeter dans les troubles de déglutition, alors même si c'est la fin. Voilà, de se dire, les troubles de déglutition, est-ce que vous accepteriez qu'on vous nourrisse autrement? Est-ce que, voilà, tout ça, ce sont des questions qui peuvent être discutées avant, mais bien sûr qui peuvent être de nature à changer, en particulier avec l'évolution des troubles neurocognitifs. Merci pour cette réponse. Je ne crois pas avoir… Ah si, il y avait une question un peu plus générale et peut-être un peu plus peut-être une petite provocation. C'était sur la question, vous avez insisté sur la notion d'agisme. Et Oui. l'une des personnes pose la question, est-ce que quelque part, la gériatrie n'a pas malgré elle contribué à une forme d'agisme en devenant une médecine spécialisée sur les âgés? Donc, je ne sais pas si vous souhaitez répondre à cette question. Non, mais bien sûr que si, je peux répondre à toutes les questions, il n'y a aucun souci. J'ai envie de dire, à partir du moment où la politique a construit un haut conseil de l'âge et donc a fait de l'âge en soi un problème, je pense que la création de la spécialité de la gériatrie spécifique n'est pas, c'est une forme de discrimination dans la prise en charge, mais qui se doit. C'est comme si on disait que la pédiatrie était de nature, en tout cas, à apporter des préjugés, des attitudes différentes par rapport à la prise en charge de personnes plus jeunes. Je pense que c'est vraiment une spécialité qui a toute sa place, comme le soin palliatif. On pourrait aussi dire que c'est une forme de stigmatisation de la fin de vie et une forme de différence de prise en charge. Après, l'agisme, il se retrouve énormément dans le monde de la santé. Il y a beaucoup d'études là-dessus, c'est-à-dire que c'est vraiment sociétal, mais c'est à tous les échelons, y compris dans le milieu de la santé. Donc, peut-être que, je ne sais pas si les gériatres sont moins agistes, le sont peut-être un peu. C'est une bonne question. Il faudrait faire des études là-dessus et je ne me prononcerai pas plus que ça. Merci. Élodie, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Est-ce qu'on ouvre un débat plus largement maintenant, peut-être? Oui, peut-être que si vous voulez rediscuter avec Sandrine Bretonnière, je ne sais pas s'il y avait peut-être des choses communes ou des questions qui pourraient être communes à nos deux intervenantes. Et sinon, on passera à une petite clôture globale de ce séminaire. C'est vrai que dans les deux cas, pardon, allez-y. Répondre, il y avait une question à la toute fin sur la prise en charge des soins palliatifs de hospice aux États-Unis. J'ai vu ça à la toute fin. Je peux juste répondre de manière très ponctuelle là-dessus. C'est pris en charge par, je ne sais jamais si c'est Medicare ou Medicaid, mais en tout cas, un des deux systèmes de prise en charge qui existent pour les personnes âgées aux États-Unis. Donc non, le coût n'est pas forcément faramineux. Les personnes sont prises en charge dans ce cadre-là avec un certain nombre de critères, de conditions, etc. Mais
c'est pas inaccessible pour des raisons financières. Voilà, juste cette précision. Je voudrais juste faire une précision, je suis en train de regarder le chat aussi. Pour l'absence d'accord avec la définition de l'éducation thérapeutique, c'est la définition officielle de l'éducation thérapeutique que j'ai donnée. Je peux vous donner la référence, mais c'est la définition officielle de l'éducation thérapeutique. Je cherche la référence, Yvette. Oui, excusez-moi, c'était par rapport à… En fait, il y a une espèce de pervertissement. On pervertit un peu l'éducation thérapeutique quand on la présente comme ayant pour but la compliance du patient vis-à-vis de son traitement. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Et l'éducation thérapeutique, elle se centre sur la personne. Donc, c'est pas seulement ça. Et ça m'a un peu énervée. Voilà, c'est pour ça. Quand vous dites oui, c'est juste qu'ils prennent bien ces médicaments. Non, en fait, on se centre sur le patient. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui le motive, ce qu'il sait, ce qu'il veut apprendre, ce qu'il veut, quel est aussi le sens de sa vie. Et du coup, le traitement est à travailler aussi dans toutes les croyances de la personne. Et d'où l'importance aussi dans ce genre de débat de la position du psychologue qui donne aussi la parole aux patients. Voilà. Alors, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai peut-être été un peu rapide, mais oui, un peu rapide, c'est tout. Pour moi, c'est vraiment l'éducation thérapeutique, mais c'est donner un autre pouvoir au patient en plus de ce qui est déjà fait en éducation thérapeutique. Voilà, mais oui, c'était peut-être un petit peu rapide, effectivement, mais pour moi, c'est vraiment l'amélioration de la relation thérapeutique, l'objectif d'éducation thérapeutique. Voilà, c'est ça. Et oui, pas seulement le fait qu'ils prennent son traitement. Oui, c'est pour ça que je bondis un peu. Voilà. Oui, on est d'accord. Ok, on est d'accord. Ouais, bah peut-être juste pour faire le lien entre les deux présentations, les termes d'autonomie performative, je crois, et d'autonomie relationnelle ont été présentes en fait dans chacune des présentations. Et c'est vrai que c'est un terme qui revient souvent, et en particulier dans le champ gérontologique et gériatrique. On a un petit peu évacué le mot dépendance parce qu'il avait pas mal de connotations négatives pour lui préférer maintien de l'autonomie et lutter contre la perte d'autonomie, y compris sur les décisions relatives à la fin de vie. Mais est-ce qu'en mettant beaucoup l'accent comme ça sur ce terme d'autonomie, on ne perd pas un peu de vue que finalement, beaucoup de personnes, en fonction de leurs milieux sociaux, n'ont pas été forcément toujours autonomes dans leurs décisions tout au long de leur vie. Et là, quelque part, on attend d'elles qu'elles soient complètement autonomes sur des décisions qui sont difficiles et pour lesquelles on n'est pas tous sur le même plan d'égalité. Donc, est-ce que finalement, à trop mettre l'accent sur ce concept d'autonomie, on se fourvoie pas un peu? Alors, probablement, sur le contexte le côté autonomie relationnelle, elle est surtout décrite par rapport à la présence de troubles neurocognitifs, je pense. Après, la possibilité pour un patient, en fonction effectivement de son niveau éducatif, tout simplement, cette autonomie relationnelle, elle va aussi intervenir là-dedans, en fait. Je pense que c'est… Je ne suis pas très claire dans ma réponse, je suis désolée, mais le côté perte d'indépendance fonctionnelle et perte d'autonomie, en gériatrie en tout cas, ce sont vraiment deux concepts différents. La perte d'autonomie, c'est la perte de la capacité à décider d'un point de vue médical et donc pas d'un point de vue de l'éducation. Et la perte d'indépendance fonctionnelle renvoie bien à la perte fonctionnelle, c'est-à-dire pas forcément sur la possibilité de faire ou de ne pas faire, pas de décider. Et donc, c'est pour ça que la gériatrie fait une grosse distinction entre les deux, parce qu'on ne prend pas en charge les choses de la même manière, et ce sont deux dimensions qu'on va prendre en charge, en fait, en systématique. Après, oui, ça ne résout pas la question, effectivement, des différences de niveau et du fait que les professionnels de santé restent des accompagnants, quelle que soit la personne, mais quel que soit son niveau d'études. Il y a des gens qui sont incapables de se projeter sur un diagnostic d'annonce de maladie très grave et se projeter vers la mort, je pense que quel que soit l'âge. Si je peux ajouter, je pense que vous avez raison, il faut faire attention à l'injonction d'autonomie. C'est comme les DA, c'est comme les directives anticipées. C'est un droit, c'est pas un devoir.
Et donc, tout un chacun, en tant que citoyen, citoyenne, peut s'approprier le dispositif, mais ce n'est absolument pas une obligation et il ne faut pas que ça le devienne non plus. Et donc, l'autonomie, c'est pareil. Enfin, je veux dire, vous avez raison, c'est un concept très, très joli, mais qui va se décliner évidemment de différentes manières. Alors, quand j'ai parlé d'autonomie performative, c'est ça qui est apparu dans mes recherches sur les malades du cancer, mais moi, mon propos, c'était de poser la question de déplacer en tout cas la réflexion et l'interrogation sur un autre champ, parce que c'est toujours intéressant de voir si ça peut fonctionner ou être ajusté, etc. Mais bien sûr qu'il faut faire attention à ça. Et juste par rapport à ce que vous avez décrit, Séverine, c'est ce qu'on appelle souvent de Advanced Care Planning. Hein, c'est quand même pas mal comme ça que c'est théorisé dans les pays anglo-saxons. Et juste pour aller un peu plus loin, il y a des recherches en cours en Suisse, notamment avec des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives. Et l'idée, c'est dès le départ, pas la première consultation d'annonce, hein, mais un peu plus en aval, de travailler avec le patient, sa personne de confiance ou son proche dans un premier temps, sur une sorte de planification des soins, d'advanced care planning, etc., avant que les troubles cognitifs ou neurodégénératifs, etc., soient trop importants, mais de tricoter déjà cette relation et cette réflexion autour des traitements, de la visée des traitements, etc., des différentes étapes, pour qu'à un moment donné, la personne de confiance, quand le patient sera plus vraiment en capacité de prendre des décisions pour elle-même ou pour lui-même, puisse monter en charge. Donc ça, c'est des recherches en cours. Je pense que c'est intéressant il faudra voir ce que ça donne, hein, mais c'est une façon de lier le professionnel de santé, le patient et le proche / personne de confiance sur la durée pour essayer de baliser un parcours qui de toute façon se terminera mal. Enfin, mal. Après, ça, c'est déjà des choses qui sont intégrées dans les consultations d'annonce pour les troubles neurocognitifs. Hein. C'est intégré dans la prise en charge globale du patient et dans le parcours de santé du patient, c'est-à-dire à la deuxième consultation après la consultation d'annonce est abordé l'ensemble du parcours ainsi que la fin de vie. Mais on voit bien qu'en pratique, soit c'est pas entendu, soit c'est pas, en tout cas, c'est pas suffisamment bien fait pour que ça reste pérenne dans le temps et qu'on puisse s'en servir au moment de la dégradation. Voilà, nous on fait beaucoup de enfin, on fait partie du CM2R, donc pour les consultations mémoire et le reste, effectivement, on voit bien que actuellement, en tout cas, c'est insuffisant pour permettre de donner des détails sur ce que le patient souhaiterait ou pas en fin de vie, quoi.